Vous ne pouvez pas changer la manière dont vous avez été élevé, mais vous pouvez changer le récit que vous décidez de croire en conséquence. Dans cet épisode, je voulais vraiment nous parler d'un concept que j'utilise souvent en thérapie, et c'est l'idée de reparentage, plus précisément le reparentage de soi, ainsi que dans le travail avec les enfants. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psychoéducation, peut être un peu de psychologie populaire dans le travail avec les enfants. Mais je pensais que ce serait vraiment très utile pour vous de voir comment je l'utilise en thérapie et comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne et comprendre son importance. Donc quand il s'agit d'autoreparentage, nous partons d'abord de l'idée que nous avons la permission de nous prendre en charge, l'attention, les soins, la compréhension dont nous avions besoin enfant et dont nous avons encore besoin aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des problèmes d'enfance non résolus, des traumatismes, des émotions et des expériences vécues durant l'enfance. Le but de l'autoreparentage est d'atteindre cet état de complétude et d'accéder à un état de guérison. Je trouve cela particulièrement éclairant car certaines des blessures que nous subissons durant notre enfance, cela a souvent à voir avec la manière dont nous avons été élevés, ce que nous avons reçu et ce que nous n'avons pas reçu. Les besoins émotionnels satisfaits, les besoins émotionnels non satisfaits, ainsi que les besoins physiques non comblés, c'est donc un sujet auquel je reviens souvent. On ne peut pas changer la manière dont on a été élevé, mais on peut changer le récit que l'on choisit de croire à cause de cela. Pour moi, dans le travail sur l'enfant intérieur, une entreprise peut être très efficace. Et comme je l'ai dit, je vais vous montrer quelques-unes des méthodes que j'utilise pour travailler avec l'enfant intérieur. Cela accompagne très bien l'idée de l'autoreparentage, car l'idée est qu'en chacun de nous réside l'enfant intérieur. Notre âme a vécu chaque moment de notre vie avec nous, n'est-ce pas? Ainsi, la façon dont nous parlons de nous-mêmes et à nous-mêmes ne concerne pas seulement l'instant présent, mais aussi toutes les versions de nous-mêmes. Souvent, le travail de guérison consiste à revenir en arrière pour voir comment on vous a traité ou comment vous êtes comporté à 12 ans, 10 ans ou lors de ce moment clé, ou quels que soient ces moments clés, et pouvoir y revenir pour se demander que souhaiterais-je qu'il se soit passé. Comment puis-je changer le récit? Comment puis-je écrire une histoire différente? La présence d'un actif chez l'enfant se manifeste dans nos déclencheurs émotionnels. Il y a un terme que nous appelons le développement figé, qui signifie essentiellement que nous cessons de grandir à un âge particulier où un traumatisme ou un incident se produit, n'est-ce pas? Donc, si vos parents se séparent quand vous avez, disons, 12 ans, il se peut que vous ayez un développement figé, ce qui signifie qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes un peu bloqué à la maturité de 12 ans. Si vous subissez un abus sévère à l'âge de 7 ans, il peut parfois y avoir un développement figé qui se produit autour de cet âge. Je trouve qu'il est très important, en tant que thérapeute, de revenir sur ces histoires, de replonger dans ces souvenirs et de chercher des moyens d'atteindre une guérison plus profonde qui influence la manière dont vous interagissez aujourd'hui. Un type de travail sur l'enfant intérieur que j'aime particulièrement, c'est qu'après quelques séances de thérapie, je peux mieux comprendre l'histoire de mon client, mais en explorant certains souvenirs pertinents qu'ils conservent encore, ainsi que les événements traumatisants qu'ils ont vécus. Je dis alors, d'accord, revenons à ces souvenirs. J'espère que cela ne paraît pas trop étrange, mais en réalité, nous utilisons simplement notre imagination, et Dieu nous l'a donnée pour une raison. Je trouve parfois assez étrange que les gens aient une vision si négative de l'utilisation de l'imagination pour le bien, alors que nous l'utilisons souvent de façon naturelle et intentionnelle, même négativement, pour nous inquiéter. Nous utilisons notre imagination pour catastrophiser, pour envisager le pire scénario, pour aggraver les problèmes que nous vivons actuellement. Alors pourquoi ne pas utiliser cette même imagination, ce même mécanisme pour réécrire quelque chose de plus bénéfique pour vous, penser au meilleur, croire au meilleur, changer le récit auquel vous aviez fini par croire? Il existe une branche de la thérapie systémique que j'adore vraiment, appelée thérapie narrative, et l'essence de ce type de thérapie que j'utilise aussi dans ma pratique, car je suis thérapeute intégrative, j'emploie différentes modalités, je suis formée à plusieurs approches. Mais dans la thérapie narrative, l'idée est que le thérapeute cherche en quelque sorte de l'or pendant qu'il vous écoute. Il cherche de l'or,
Il repère les croyances fondamentales, les vœux intérieurs, les engagements profonds que le client a pris envers une histoire ou un récit. Puis le thérapeute réfléchit à quelle narration alternative peut remplacer la narration dominante qu'ils ont crue toute leur vie. Un exemple simple, un enfant dont les parents se sont séparés à l'âge de 10 ans, et tout ce dont il se souvient avant cet âge, c'est cette sensation d'impuissance liée à la violence domestique vécue à la maison. Ainsi, la narration dominante en laquelle il croyait était celle d'impuissance, de manque de pouvoir, d'être non aimé, non désiré ou autre. Cette narration dominante a maintenant influencé et changé leur façon de se percevoir en tant que personne. Dans le processus de recherche comme thérapeute, vous cherchez ce qui se passait d'autre avant l'âge de 10 ans. Bien avant l'âge de 10 ans, vous étiez très probablement à l'école. Comment était l'école? Comment avez-vous vécu votre vie scolaire? Que se passait-il d'autre à l'école? Vous découvrez alors par exemple que le client réussissait vraiment très bien sur le plan académique. Donc, même si les choses étaient vraiment très mauvaises à la maison, à l'école, c'était un endroit qui semblait sûr. Eh bien, nous nous concentrons essentiellement sur le récit alternatif et diminuons l'influence et la domination du récit dominant qu'ils ont cru. Est-il possible que, même si vous vous sentiez impuissant et sans pouvoir, vous étiez en contrôle, un étudiant brillant, vous aviez un sens de l'orientation et une détermination qui vous poussait et vous propulsait dans vos études? Waouh! Compte tenu de ce que vous traversiez chez vous, que vous ayez aussi pu avoir une vie sociale ou académique épanouie, cela montre que vous êtes plus fort que vous ne l'avez réellement cru. C'est simplement un exemple de thérapie narrative et l'une des façons dont nous pouvons travailler serait avec un enfant. Un des mécanismes principaux d'adaptation ou de défense que je vois souvent chez les gens est cette manière de se couper de tout ce qui est négatif à leur sujet avant un certain âge. Par exemple, si mon enfance a été marquée par des abus, un sentiment de rejet, de négligence ou d'impuissance, en tant qu'adulte, je ne ressens plus cela. Donc tout ce qui précède l'âge de 18 ans, ou quel que soit l'âge, je vais complètement m'en détacher. Je vais pas y penser, je vais pas y prêter attention, j'aime pas cette personne, je suis plus cette personne. Cela peut sembler assez intuitif, mais en réalité, c'est contre-intuitif. Nous ne guérissons pas en nous rejetant, mais en acceptant la personne que nous devions être ou celle que nous sommes devenus à cause des situations qui nous entouraient. Nous acceptons cette personne, nous l'aimons, nous l'apprécions, tout en cherchant à opérer des changements actifs dans notre vie quotidienne. Alors être étiez-vous l'adolescent timide de 16 ans ou en colère à 15 ans ou encore perturbé et peu sûr de lui à 13 ans? Ce sont toutes des expériences que vous avez vécues et plutôt que de vous en couper, il s'agit de les intégrer dans votre histoire aujourd'hui. J'ai entendu une fois une citation, et j'espère bien la restituer, qui dit qu'il faut atteindre la racine de la blessure pour la guérir et l'embrasser tout au long du chemin. Il est essentiel de reconnaître comment votre traumatisme vous a façonné, mais de choisir, en tant qu'adulte, de ne pas rester prisonnier de ce traumatisme. Pour revenir à l'autoreparentage, nous jouons tous à notre façon le rôle de parents envers nous-mêmes, en nous encourageant ou en nous critiquant d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu dire que votre voix intérieure est fréquemment celle d'un parent dominant que vous aviez quand vous étiez enfant. Ainsi, si vous vous trouvez hypocrite ou au contraire très empathique envers vous-même, il est fort probable que les personnes d'autorité dans votre vie aient été soit critiques, soit empathiques à votre égard. Quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer à changer et à travailler sur cette voie intérieure grâce au reparentage, ce qui signifie simplement être conscient des mots que vous prononcez sur vous-même, conscient des manières dont vous vous traitez, des limites que vous mettez autour de votre cœur, y compris votre affection, votre attention, et des limites que vous placez autour de votre temps. Par exemple, ce sont des manières d'apprendre à nous reparenter. Il y a certaines conversations que certains d'entre nous auraient souhaité avoir avec un parent dans notre jeunesse, et d'une certaine manière, vous avez l'occasion d'avoir cette conversation avec vous-même. Et je vais vous donner un exemple.
Un des exercices que je fais parfois avec mes clients consiste à travailler sur des souvenirs. Nous localisons un souvenir qui serait un souvenir traumatique d'un événement qui s'est produit. Honnêtement, la majorité de mon dossier, soit 2/3 de celui-ci, concerne des personnes ayant subi des abus sexuels. Donc, lorsque je travaille sur un souvenir particulier, je demande à mon client de me partager exactement ce qui s'est passé et de remplir tous les détails du mieux qu'il le peut. Et ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas tous les détails, car en vérité, quand il s'agit de souvenirs traumatiques, en particulier ceux de notre enfance, nous avons vécu ce qu'on appelle la répression, c'est-à-dire que notre psyché choisit inconsciemment de supprimer ce qui s'est passé. Il y a souvent de grands vides dans les souvenirs, des parties importantes dont on ne se souvient pas ou comment les événements se sont enchaînés, et c'est tout à fait normal, nous comblons ces lacunes. Prenons un exemple avec Sally. Supposons que Sally soit dans la salle de consultation, qu'elle ait 30 ans, mais qu'elle ait subi des attouchements à l'âge de 13 ans. Ce que nous pourrions faire, c'est que Sally, à 30 ans, dialogue avec elle-même à 13 ans. Nous allons donc replonger dans le souvenir. Sally, à 30 ans, les yeux fermés, observe la scène se dérouler et je la narrerai au mieux selon les détails dont je dispose. Et je dirai, congelons l'image. Ainsi, les acteurs interviennent, différentes choses se sont produites. Sally a 30 ans, vous pouvez avoir une conversation avec Sally à l'âge de 13 ans. Que lui dites-vous à ce moment-là ? Puis nous pourrions figer l'image et j'essaie d'être très prudent dans la manière dont je gère ces souvenirs. Parfois, je m'arrête à différents moments de la scène pour recueillir un peu le ressenti de mes clients, ce qu'ils perçoivent. Mais finalement, je fais asseoir Sally à 30 ans avec Sally à 13 ans pour débriefer avec elle. Parce que souvent, après un abus, beaucoup d'entre nous n'ont pas d'endroit pour en parler. Certaines personnes ne le confient pas à un adulte. Ils n'ont pas immédiatement quelqu'un à qui dire c'est ce qui s'est passé, que faire. Souvent, un récit se forme uniquement dans l'esprit de la personne abusée, car elle ne bénéficie pas du point de vue d'un adulte sur le moment. Donc je fais en sorte que Sally a 30 ans ait une conversation avec Sally à 13 ans. Et cette conversation est souvent très très décisive. Premièrement, parce que cela me montre, en tant que thérapeute, les domaines où ils doivent progresser dans leur autoparentalité. Mais deuxièmement, et je pense que c'est plus important, cela donne aux clients un sentiment de clôture. Ils ont cet entretien de retour, un sentiment de clôture, pour comprendre que ce qui vient de se passer n'était pas de leur faute et qu'ils ne le méritaient pas. Ce sont souvent précisément les choses que les personnes victimes d'abus ont du mal à croire. Ils ont du mal à croire que ce n'était pas de leur faute et qu'ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. Un autre aspect que j'utilise, surtout en tant que chrétien en thérapie, si j'ai des clients chrétiens ouverts à la dimension de la foi, et que j'utilise un outil et une technique appelée Dieu dans la pièce. Et donc, je pourrais leur dire à ce moment-là, là où l'agression se produit, par exemple, où est Dieu en ce moment ? Que pense Dieu pendant qu'il observe cela ? Qui a-t-il sur le cœur de Dieu ? Que pourrait Dieu être en train de vous dire en ce moment ? Cette activité constitue également un aspect essentiel de ce travail sur l'enfant intérieur qui libère souvent l'empathie de Dieu envers mon client. Bien souvent, nous prêtons à Dieu la voix d'une figure d'autorité, souvent sans compassion ni empathie, parfois même une voix qui vous reproche ce que vous avez fait. Je vois donc très clairement et visiblement en séance comment un client peut passer de l'idée que Dieu est profondément déçu de lui à celle que Dieu n'approuve pas ce qui se passe. Cela brise le cœur de Dieu. Un cas que j'ai rencontré avec un client dont je ne donnerai pas trop de détails, mais qui ressemble à ce que je décris avec Sally, bien que plus agressif. Et je lui ai demandé, pendant que cela se passait, où est Dieu en ce moment ? Et mon client m'a dit qu'il était juste là devant moi, en train de pleurer. Et j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps, car c'est l'image que nous avons de Dieu. J'ai entendu dire une fois que Dieu pleure en premier, et c'est le cas. Que son cœur est véritablement brisé quand nous subissons ce genre d'abus, particulièrement dans notre jeunesse.
Souvent, ces récits d'abus et de molestation marquent le début d'un chemin vers la perversion sexuelle. Cela ouvre la voie à l'anarchie, aux difficultés émotionnelles et mentales, et la liste est honnêtement sans fin. C'est faire trébucher un petit enfant, et le cœur de Dieu est profondément touché et attristé quand cela arrive. Ainsi, dans le travail avec l'enfant, c'est une manière puissante d'aborder ce qui s'est passé dans le passé. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé et changer physiquement ce qui s'est passé, mais nous pouvons modifier notre perspective sur les événements, car notre point de vue est composé de plusieurs couches. Et souvent, ce que nous savons de la situation ne représente pas tout ce qu'elle englobe. Je souhaite donc évoquer un des outils que je juge essentiels pour prendre soin de vous. Je parle souvent du journal intime, de la compassion envers soi-même et de poser des limites. Toutes ces choses sont importantes, mais elles viennent toutes d'un sentiment de sécurité. Une chose au sujet du traumatisme, c'est qu'il nous apprend que nous ne sommes pas en sécurité. Et même dans la manière dont le traumatisme reprogramme le cerveau, il nous apprend essentiellement que nous ne sommes pas en sécurité. Nous restons bloqués dans la réponse sympathique, qui est la lutte ou la fuite. Notre amygdale, partie de notre système limbique, s'active en permanence pour nous indiquer que nous ne sommes pas en sécurité. Et il est très facile que ce qui s'est passé dans votre jeunesse continue de vous faire ressentir un sentiment d'insécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre corps. Vous vous sentez déconnecté de votre corps. Vous ne vous sentez pas en sécurité en présence d'autres personnes, parfois du sexe opposé ou du même sexe. Vous vous sentez pas en sécurité près des adultes ou des hommes d'un certain âge. Vous vous sentez en insécurité avec vos pensées. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être seul. La sécurité est l'une des choses essentielles que le traumatisme nous enlève. Ainsi, une façon essentielle de prendre soin de nous est de créer activement un sentiment de sécurité. Il y a 4 types de sécurité que je crois que nous pouvons et devons cultiver. Et le premier type de sécurité est la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est probablement l'une des plus difficiles à instaurer. Si un traumatisme vous a amené à percevoir votre corps ou vous-même d'une certaine façon, parvenir à changer cette perception peut être très très difficile. Mais c'est apprendre à aimer son corps, c'est apprendre à aimer son esprit. C'est apprendre à vraiment apprécier tout ce qu'il a fallu pour devenir la personne que vous êtes. Le courage, la détermination acharnée, quoi qu'il en soit pour devenir la personne que vous êtes. Cela a permis de l'apprécier. Comme je l'ai dit avec la citation, c'est embrasser la blessure de la racine jusqu'au sommet. Et donc pour vous-même, cela ressemble à la capacité de rester en silence, de rester avec vos pensées, rester assis en sachant que vous avez de la valeur, rester assis en sachant que vous avez du mérite. Et c'est probablement le domaine principal sur lequel je consacre beaucoup de temps en thérapie. Donc si vous avez vraiment du mal avec cela, je pense qu'avoir un thérapeute capable de travailler de manière centrée sur la personne pourrait vraiment vous être très bénéfique pour aborder la question de la sécurité intérieure. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec vous-même, il sera vraiment difficile de vous sentir en sécurité dans les 3 autres domaines que je vais mentionner. Le deuxième niveau de sécurité dont je parle est cette sécurité spirituelle, la sécurité où il y a moi et Dieu. Et cela concerne particulièrement ceux d'entre nous qui sont chrétiens. Et cet espace est un moment particulier que vous passez avec Dieu. Et il est vraiment important d'y développer un sentiment de sécurité, un sentiment de détente. Et cela vient uniquement de la capacité à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Si vous avez une image de Dieu dans votre traumatisme ou dans ce que vous avez vécu qui ne correspond pas à ce qu'il dit être, il vous sera vraiment difficile de créer cet espace sûr. Si vous avez subi des abus spirituels ou que quelqu'un a déformé et contrecarré la parole de Dieu, il pourrait être très difficile pour vous de vous approprier cet espace sûr avec Dieu. Mais c'est crucial pour votre croissance, car c'est depuis cet endroit, cet espace sûr avec Dieu, que tout se construit. Non seulement nous le voyons tel qu'il est, mais nous nous voyons également tel que nous sommes. Dieu nous donne un sens à notre existence, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. La valeur et la dignité que nous possédons sont ancrées dans ce qu'il est en tant que personne. Il vous aime, il prend soin de vous. Et même dans les choses dont nous avons parlé, que ce soit la négligence ou l'abandon, et la maltraitance jusqu'à l'abus, Dieu est le Père qui ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Et lui-même, en tant que Père, nous répare. C'est un sujet pour une autre fois, mais ils se réparent eux-mêmes.
Et ensuite, il y a Dieu qui nous répare en tant que Père. Et c'est tellement doux quand tu permets à la voix de Dieu d'être l'affirmation dont tu as besoin chaque jour, où tu marches avec la compréhension et la connaissance qu'il est avec nous pour nous guider, nous donnant une perspective sur les choses que nous avons traversées et celles que nous allons traverser. Troisièmement, c'est la sécurité relationnelle. Il est vraiment important de ressentir ce sentiment de sécurité dans les amitiés que nous entretenons, n'est-ce pas? Pas seulement les amitiés, mais aussi la famille. Avoir des personnes dans nos vies qui nous aiment sincèrement, n'est-ce pas? Et l'amour ne se résume pas à de la câlinerie ou à quelque chose dans ce genre. L'amour, c'est être honnête, l'amour est patient, il est bon. Elle ne se réjouit pas de l'iniquité. Elle se réjouit de la vérité. Toutes ces choses, avoir des personnes qui vous aiment sincèrement, les blessures que nous développons dans nos relations se guérissent dans nos relations. Il est donc essentiel pour nous d'appartenir à une communauté et d'être dans un lieu où l'on nous fait renaître par l'amour, où nous pouvons ressentir un toucher sincère et non dévoyé, où nous pouvons recevoir encouragement et valorisation et pas seulement des critiques. Nous ne guérissons pas dans le vide, nous ne guérissons pas dans l'isolement, nous guérissons en réalité en communauté. Enfin, je pense que le dernier élément de la sécurité est environnemental. Notre environnement joue un rôle essentiel dans notre santé mentale et notre santé émotionnelle. Je ne pense pas que nous en parlions assez. De la qualité de l'air à notre alimentation en passant par le climat politique. Les questions sociopolitiques ou socio-économiques qui nous entourent influencent le type d'emploi que nous avons. Juste l'environnement qui nous entoure. Et l'une des choses dont je parle constamment à mes clients est d'être radical et d'éliminer le stress chronique. Donc, vous savez, les choses qui vous empêchent de dormir la nuit, les choses qui vous pèsent, les choses que vous savez devoir gérer, que ce soit déménager ou changer de travail, et je ne prône pas une vie facile et sans soucis. Non, pas nécessairement. Mais il y a certaines choses que nous pouvons changer dans notre environnement. Il y a certaines choses que nous pouvons changer extérieurement, comme la nourriture que nous mangeons, ou aller plus souvent se promener, quitter la maison de nos parents, trouver un emploi ou changer de travail. Quelles que soient ces choses qui peuvent apporter un plus grand sentiment de sécurité, il est vraiment important que vous en teniez compte. Pour conclure, je veux que vous considériez le travail d'un enfant non pas comme quelque chose de frivole. Je veux dire, j'ai entendu quelques opinions tranchées sur le travail avec les nourrissons qui ont été. Parfois, je fais vraiment une grimace et je frémis quand je les entends parce que les gens donnent l'impression que c'est « je suis simplement assis avec mon nourrisson, je le calme ». Vous savez, ce sont juste des choses qui, honnêtement, représentent peu être cela. Mais je sais certainement, d'après ma formation, que c'est pas ce qu'est le travail avec les nourrissons. C'est simplement reconnaître que, tout comme j'existe, un enfant de 10 ans, incertain, existe aussi. Je l'ai jamais mentionné, mais je dirais aussi que l'une des choses que je trouve vraiment cruciale est d'encourager mes clients à regarder une photo d'eux-mêmes à cet âge. Parfois, nous avons du mal à susciter de la compassion envers nous-mêmes et les épreuves que nous avons traversées. Et donc, simplement pouvoir regarder l'innocence dans les yeux de soi-même à l'âge que c'était et pouvoir regarder et se dire « j'aurais souhaité que tu ne traverses jamais cela. Tu ne méritais pas ça. Cela t'a freiné de tant de manières, mais je choisis de ne pas laisser cela empêcher la personne que tu peux devenir et le potentiel que tu peux atteindre. » Je vous emmène dans un travail sur mon enfant intérieur que j'ai dû faire et reconnaître que certaines des choses que j'ai traversées ont été douloureuses. Cela m'a rendue plus prédisposée à des choses comme le rejet et la douleur. Je peux maintenant, en tant qu'adulte, choisir de ne plus rester dans cet état et de m'offrir chaque jour l'affirmation qui me dit « je suis acceptée ». Je suis aimée, je suis chérie,